Hello, coucou. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me parle bien en ce moment, parce que je suis en train de faire je vous ai fait quelques vidéos. Je suis en train de faire un gros travail en ce moment justement sur l'accueil. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. L'accueil de ses émotions, l'accueil de ses peurs. Et justement, j'avais envie de vous parler à nouveau des peurs. Moi, j'ai vécu toute une partie de ma vie sans avoir confiance. C'est incroyable. J'ai encore dit confiance alors que je voulais dire conscience. Sans avoir conscience, et j'avais pas confiance non plus, je n'avais pas conscience de mes peurs. J'ai été dans le déni complet de mes peurs. J'avais pas accueilli mes émotions. Ça, c'est souvent le cas quand on est hypersensible ou quand on a eu une blessure de rejet petit parce qu'on nous a pas laissé exprimer, être qui on était, entre guillemets. Et c'est la faute de personne, comme on dit toujours. Tout le monde a fait comme il a pu, hein, au niveau des parents, des grands-parents, bref, de l'école, de la société, etc. Mais en tout cas, nous, on ne s'est pas senti accueillis, on n'a pas senti qu'on pouvait accueillir nos émotions. Donc, c'est pour ça qu'on s'est construit des personnages, qu'on s'est construit des masques. C'est pour ça qu'on a cette blessure de rejet et donc on s'est suradapté. Cette fameuse suradaptation, ce people pleasing, où on s'adapte aux autres pour faire plaisir. Moi, je me suis tout le temps adaptée dans mes boulots, dans mes relations, dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses. Toujours beaucoup à faire plaisir à l'autre, faire plaisir, s'adapter, s'adapter, s'adapter. Si bien que quand j'ai fait mon deuxième burn-out, là, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais même pas moi qui j'étais et je ne savais même pas moi mes goûts et mes envies. Qu'est-ce que je voulais faire comme métier, qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que ça n'allait pas, que j'étais pas épanouie. Mais mes peurs étaient tellement inconscientes, avaient tellement été enfouies sous des couches et des couches et des couches de protection. Ce que certains vont appeler l'autosabotage, c'est des protections en fait. Et c'est comme notre ego. Notre ego aussi veut nous protéger. Et pendant toute une partie, quand on est jeune, et ben comme tout ça, ça nous donne des frustrations en fait. Ça donne, enfin moi, c'est le sentiment en tout cas que j'ai eu. Et beaucoup de personnes aussi qui ont la blessure de rejet et la blessure surtout de trahison, ça donne énormément de colère et de frustration. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. À cette époque-là, on ne sait même pas qu'on a ces blessures-là. On ne sait même pas ce que c'est les blessures. On ne sait pas qu'on a une blessure de trahison, une blessure de rejet. On sait juste qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes si on a conscience de ça. Et parfois, on n'a même pas conscience de ça. Tellement les choses sont enfouies au niveau inconscient, en fait. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a de la colère. Moi, je sais que toute ma vie, en fait, j'ai été en colère. Surtout contre moi, en fait, hein, plus qu'envers les autres. Parce que je n'arrivais pas à être qui je voulais être, en fait. J'avais l'impression de traîner des boulets et des boulets. Et en même temps, je m'en rendais pas vraiment compte non plus. Euh, c'est ça le déni en fait, hein. Le déni de soi, c'est que la seule chose que je savais, c'est que j'avais la peur beaucoup de souffrir, ça oui, parce que je suis hypersensible. Donc les hypersensibles, je pense que c'est x10 en plus par rapport aux autres, parce qu'on a des telles émotions, des telles montées d'émotions aussi bien dans le haut que dans le bas, hein. Dans les deux, c'est très, ça vibre beaucoup dans le corps au niveau des émotions, qu'on ait des grandes joies ou des grandes tristesses d'ailleurs. Euh, et ça, en fait, du coup, ça nous met encore plus dans les peurs parce qu'on a peur du coup de souffrir. Qu'est-ce qu'on met par-dessus ça? De la protection et puis évidemment du contrôle. Alors, du contrôle pour moi. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, il y a les deux personnalités, enfin, il y a aussi les insécures. Mais quand on se sent pas comme ça, qu'on peut être accueilli, qu'on peut pas être nous-mêmes, qu'on a des peurs, etc., etc., qu'on a ces blessures qui nous trimballent comme ça dans la vie, on a l'impression d'être une balle de ping-pong, on passe d'une blessure d'abandon à une blessure de trahison, à une blessure de rejet, à une suradaptation, et puis je vais vous parler aussi après de la blessure d'humiliation, mais euh, moi, j'ai eu une grande. Comme mon frère, on a eu des enfances surprotégées par nos parents, par des parents. Enfin, par une maman inquiète. Et un papa, lui, qui était complètement dans l'évitement, dans l'absence, dans l'évitement. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, quand on a ces peurs, ces souffrances, etc., eh bien, on a deux manières de gérer. Il y a les personnes qui vont être plus comme moi, euh, inquiètes, angoissées et qui vont mettre en place du contrôle, qui vont vouloir tout contrôler.
Donc on devient super exigeante, super contrôlante. On ne s'en rend pas compte évidemment, hein. On pense que c'est comme ça, on est né comme ça, comme on dit, on est comme on est. Mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qu'on a mis en place en protection en fait. Tous les gens qui ont énormément de contrôle, et je vois tout ça en ce moment avec tout ce que je suis en train de justement d'accueillir, tout le travail que je fais au niveau de l'accueil, parce que j'ai décidé de lâcher prise. Et plus que lâcher prise, parce que j'aime pas tellement ce mot, ça m'a pas parlé pendant longtemps, je parlerai plutôt effectivement d'accueil, d'un accueil de soi. Ça va aussi avec l'amour de soi. C'est le travail que je fais en ce moment en même temps. Donc il y a les personnes un peu stressées, angoissées, comme par hasard ma mère était comme ça. Et ça, on le sait maintenant que dans les cellules, dans l'épigénétique, dans la mémoire cellulaire, ça passe. Tout ça, ça passe en fait, hein, avec le cordon ombilical, avec la mémoire. Hein, on n'hérite pas que des cheveux, des yeux, de la peau, de la forme du visage ou de la voix, etc. de nos parents. On hérite aussi de tout cet épigénétique émotionnel. Et ça a longtemps été sous-estimé. Et après, on peut aussi hériter selon ce qu'on va décider d'adapter comme, euh, comme masque, en fait, comme adaptation, euh, pour survivre, en fait, parce que dans ces moments-là, évidemment, on est dans des modes survie, on n'est pas dans des modes d'épanouissement et de vie, hein. On est dans des modes survie. Et bien, l'autre schéma, c'est l'évitement. L'évitement, la fuite. Et donc, ça donne des personnalités fuyantes, évitantes. Et c'est vraiment drôle parce que tout ça aussi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on le retrouve en numérologie parce que une personnalité stressée, angoissée, par exemple, eh ben, elle va avoir beaucoup de mental, elle va avoir beaucoup de 7. Et ça, c'est mon cas. J'ai même une mission spirituelle en 7. Donc, c'est tout mon défi de switcher mon, mon mental, parce que le 7, c'est la Ferrari du cerveau. Il réfléchit tout le temps, il veut tout comprendre. Donc, d'où le fait que ça m'a pris longtemps à m'accueillir et tout ça, parce que moi, j'ai dû remonter à tout. J'ai dû remonter à comprendre, à analyser mes parents, ma famille, bon, ma petite enfance. Il y a plein de choses dont je ne me souviens pas, mais j'ai besoin de tout comprendre, de tout analyser. Et ça, c'est normal. C'est quand on a du 7, parce qu'il y a plein de thérapeutes qui disent oui, pour guérir, on n'a pas forcément besoin de comprendre et tout. Et là, je ne suis pas d'accord. Eh bien, ça dépend. Et ça, on le voit vraiment dans la numérologie. Quelqu'un qui n'aura pas trop de 7, ou qui sera très équilibré en 7, ça ne va pas lui poser de soucis. Et qui sera par exemple très cartésien, avec beaucoup de 1 et beaucoup de 4 par exemple, ou même beaucoup de 8, va être factuel. Et effectivement, une fois qu'il aura capté le truc, qu'il aura conscientisé le truc, il va dire en fait, j'ai pas besoin de savoir moi pourquoi mon père, pourquoi ma mère, pourquoi mes grands-parents, tati tata. J'ai des peurs, je veux plus avoir peur. Je décide à partir d'aujourd'hui de me faire confiance, d'avoir confiance en moi, d'avoir de l'estime pour moi, d'avoir de l'amour pour moi. Et hop, et eux, ça leur suffit. Mais parfois non. Voilà. Et ça, je veux vraiment le préciser parce que j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., de thérapeutes qui disent il suffit de conscientiser et de switcher. Ben non, ça, c'est pas donné à tout le monde, je suis désolée. Il y a des gens, donc le 7, c'est donner un sens aussi à sa vie, donner un sens à ses épreuves, on a besoin de comprendre. Bref, donc petit aparté. Donc celui qui a dû être plutôt stressé, personnalité angoissée, ça va être du 7. Et puis l'évitant. L'évitant, celui qui va être plutôt dans la fuite, eh bien, ça, on va le voir plutôt sur le 2, c'est la relation aux autres, et aussi sur les karmas en 2. Parce que le karma en 2 ou le nombre 2, c'est vraiment ça. C'est le rapport à l'autre, à l'intimité, avoir du mal. Les gens qui ont un karma en 2, et moi j'ai que aussi une lettre en 2 par exemple, c'est avoir du mal avec le rapport à l'intimité. Alors le karma en 6 aussi, hein, c'est aussi la sphère amoureuse, la sphère d'amour, la sphère d'amitié et aussi le 2. Mais le 2, c'est plus la relation, le duo. Et alors ça, j'ai remarqué maintenant, c'est bingo. Hein. Quelqu'un qui va avoir une personnalité, donc qui va avoir adapté son schéma, justement son schéma d'évitement, en fait, d'adaptation par l'évitement, par la fuite. C'est des gens qui vont facilement s'isoler, qui vont pas avoir beaucoup de contacts, beaucoup d'amis, qui vont avoir du mal à rentrer dans la relation amoureuse
et dans la relation à l'autre sans masque, avec authenticité. C'est souvent lié aussi à la blessure de rejet. C'est pour ça que moi j'aime lier la psychologie euh, à la numérologie, parce que tout s'explique. Et c'est ce que je vais vous proposer dans mes coachings en fait, c'est de partir de votre numérologie vraiment pour repartir. Alors chaque cas est unique parce qu'on a tous des numérologies bien sûr uniques, mais ça aide tellement à comprendre. Quelqu'un qui va mettre un schéma en place d'évitement, souvent, donc il va avoir une blessure de rejet, il peut avoir une blessure aussi de trahison très forte. Il ne fait pas confiance à l'autre. Voilà. Il ne fait pas confiance à l'autre parce qu'il a été trahi. Comme il a été trahi, il ne fait pas confiance. Ça, c'est le fameux cercle vicieux des blessures. Et souvent, ça peut être lié à une blessure d'humiliation. Alors moi, je l'ai eu aussi, la blessure d'humiliation, parce que moi, de toute façon, j'ai aussi un karma en 8, j'ai un karma en 6, j'ai une seule lettre en 2, donc j'aime autant vous dire que c'est été compliqué dans tous les domaines. Et tous les karmas qu'on retrouve aussi, sur lesquels on est venu travailler en numérologie, je les ai eus aussi. Donc j'ai tout retrouvé dans mes thèmes, au moins c'est bien, tout s'explique. Mais ça aide tellement à comprendre quand on a du 7, justement. Euh, donc pour revenir sur l'évitant, la personnalité évitante, fuyante, c'est souvent les hommes, mais pas que, hein, il y a aussi des femmes dans ces cas-là. Les fameuses personnes qui arrivent à ghoster, à disparaître du jour au lendemain, les fameuses personnes qui ont peur de l'engagement en fait, qui ont peur de l'engagement, et alors ça peut être conscientisé ou pas. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment faire des rapports en numérologie parce que chez ces personnes-là, souvent qui vont avoir un karma en 2, par exemple, ou très peu de nombres en 2, vont souvent avoir beaucoup de 5 et un grand besoin de liberté. Et c'est dans ce sens que je trouve que c'est vraiment chouette de découvrir un thème de numérologie. Parce que c'est mon cas aussi, j'ai beaucoup de 5. Et ce 5, c'est l'autonomie, la liberté. C'est les gens qui se sentent enfermés dans des relations. Comme par hasard, ils ont la peur de l'engagement. Comme par hasard, ils ont en 2 un problème à la relation à l'autre. Et comme par hasard, on trouve qu'ils ont beaucoup de 5. Ils peuvent même avoir un chemin de vie 5 ou un nombre d'expressions en 5. Moi, j'ai un nombre d'expressions en 5, par exemple, avec un nombre karmique qui vient du 14. Mais euh, pour revenir à notre 2, à notre évitant, etc., il a mis des masques en place, bah, bien sûr pour ne pas souffrir, c'est toujours pareil, et il a mis aussi en place des masques pour plaire, pour être aimé. Parce que quand on a une blessure de rejet, qu'est-ce qu'on veut? On veut surtout pas être rejeté, justement, donc on fait tout pour être aimé. Il y a beaucoup de sacrifices dans le 2 et dans le 6 qui veut être aimé. Euh, Ce sont des stratégies justement pour ne pas être rejeté. Parce qu'on pense qu'on va pas être trahi, qu'on va être parfait, qu'on va être bon, beau sous tout rapport, qu'on va être la bonne personne, etc. Une bonne personne. C'est des schémas complètement inconscients, on s'en rend pas compte au début. Hein, c'est des, des systèmes de réparation et des systèmes d'adaptation qui ont été mis en place depuis la toute petite enfance parce qu'on n'a pas pu être, on n'a pas été accepté par nos parents à un moment donné comme on est, en authenticité de nous-mêmes. Voilà, donc on a mis ces schémas en place pour s'adapter, pour survivre. Voilà. Donc il y a deux possibilités. Donc soit le stressé angoissé, souvent, quand il y a un schéma pas équilibré, hein, bien sûr, hein, on peut être secure. Hein, il y a plein de gens qui sont secure, mais ce n'est pas la majorité des personnes. La majorité vont être soit insécure, qui est un peu un mélange de tout, soit stressé angoissé, soit fuyant évitant. Voilà. Et moi, j'ai connu les deux. Et comme je suis une stressée angoissée, j'ai souvent rencontré des personnes, c'est pour ça que je connais assez bien, parce que en tant que bon 7, j'ai voulu étudier les choses pour comprendre. Et donc, j'ai bien compris ça. D'ailleurs, il y a une chaîne que j'ai mis en bas, dans toutes les chaînes que je recommande, qui est Philorizon Coaching. Et cette femme parle très très bien, c'est une évitante. Évitante, fuyante, comme elle aime enfin, s'expliquer, en tout cas, qui a pris beaucoup de recul sur elle, qui est très douce, qui explique très bien les choses. Elle m'a tellement permis de comprendre les choses, cette femme. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé dans mon pardon aux autres et à moi-même, de comprendre en fait. Et c'est là toute la différence entre ces personnalités fuyantes, évitantes
et par exemple avec des manipulateurs ou des pervers narcissiques. Pervers narcissiques, j'en ai pas connu, quoique c'était à la limite, en tout cas manipulateur, ça j'en ai connu plein. Et il y a vraiment une différence, parce qu'en fait la personne fuyante évitante, elle peut te faire du mal parce qu'elle va pas te dire les choses, voilà. Elle va cacher les choses, elle va pas communiquer. C'est une personne qui n'arrive pas à communiquer, mais il faut savoir qu'elle en souffre et il faut savoir qu'elle fait pas ça, elle fait pas ça dans le but de te faire du mal. Elle fait pas ça pour te manipuler. Dans ce cas-là, je parle. Hein, après, il y a des manipulateurs, hein, ça c'est sûr, c'est autre chose. Voilà, et c'est vraiment pour elle un système, c'est son système de vie en fait, de survie. Elle connaît rien d'autre. D'ailleurs, ces gens-là, souvent, ne se rendent pas compte qu'ils sont comme ça. Ils se rendent bien compte qu'ils sont un peu différents, qu'ils aiment pas trop les gens, qu'ils aiment pas trop la foule, qu'ils aiment pas trop l'intimité, qu'ils aiment pas trop se dévoiler. C'est des gens qui sont très secrets. Euh, c'est leur manière d'exister, de se faire désirer entre guillemets, de se faire aimer, mais ils en ont pas vraiment conscience en fait. Évidemment, c'est toujours l'autre polarité qui voit. Et moi, ça m'a tué parce que je ne comprenais pas ça à l'époque. Et ben, quand on a aussi une blessure de rejet, on prend ça pour du rejet de soi. Évidemment, le manque de communication, on prend ça aussi pour du manque d'amour. Enfin bon, ça va dans toutes les failles de toutes nos blessures en fait. Hein. C'est de l'abandon pour nous, évidemment, puisque l'autre est fuyant, évitant. C'est toujours l'histoire de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Quand tu as une blessure d'abandon et qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est fuyant, évitant, ben, tu as tendance à vouloir te sécuriser dans la relation. Quand tu n'as pas guéri ta dépendance affective, que tu as une blessure d'abandon, il faut savoir que tu vas vouloir dans ton couple, évidemment, tu vas tomber à chaque fois dans des schémas comme ça. Moi, ça a été tout le temps mon cas. Tu vas tomber dans des schémas où tu vas demander que ce soit l'autre qui te sécurise. Moi, j'ai toujours eu l'idée que mon équilibre et mon bonheur, j'allais le trouver au travers l'autre, au travers d'une relation. Mais ce qui est complètement aberrant après coup, quand tu sors de tout ça, quand tu guéris de tout ça, et en fait, tu te rends compte de toute la responsabilité que tu as posée sur l'autre. Mais c'était inconscient tout ça, évidemment, je ne me rendais pas du tout compte. Comme le fuyant évitant, il ne se rend pas du tout compte, en fait, du trou, du vide qu'il laisse dans la relation, en fait. De ce fossé, mais énorme, où tu as l'impression qu'il est inatteignable. Et en fait, c'est bah oui, parce qu'en fait, il est même inatteignable lui-même envers lui-même. Parce que c'est en fait un grand déni en fait de soi. Il va être dans le stress, dans l'angoisse et dans le contrôle. Et l'autre, il va être aussi, donc ce qui est aussi un déni, en fait, de toute façon, dans les deux cas, c'est des dénis de soi. Hein. C'est des mécanismes de protection, en fait, parce qu'on a beaucoup souffert de certaines choses qui ne sont pas forcément des choses archi graves, mais des choses qui nous ont, dans l'enfance en tout cas, touchés et qui nous ont mis en mode survie dans tous les cas. Et ce que je voulais dire aussi par rapport donc à cet évitant fuyant, euh, il a du mal à accepter ses peurs, il a du mal à toucher à sa vulnérabilité, il a du mal à aller vers l'extérieur, il est beaucoup en lui, il a du mal à aller vers l'extérieur, alors que le stressé angoissé, lui, il va avoir du mal à aller dans lui. Et ça, c'est ce que m'a permis toutes mes fractures, mon burn-out et mes fractures, etc. Le retour au corps, je voulais vous parler de ça aussi, parce que le retour au corps, ben justement, dans les deux cas d'ailleurs, il va permettre à l'un de pouvoir enfin accueillir en soi tout ce qu'il y a à accueillir. Et il va permettre à l'autre de s'ouvrir et de s'extérioriser, de faire confiance à l'autre, de faire confiance à la vie, d'essayer de faire confiance à une relation, à essayer un peu de tester, de sortir un peu de ce mode survie et puis d'essayer de voir un petit peu voilà, ce que ça donne. Mais il peut souffrir aussi, c'est très difficile pour lui de sortir de ça. Ça lui demande beaucoup de difficultés parce qu'il suffit qu'il ait aussi, par exemple, je dis il ou elle, hein, mais peu importe, hein, on parle de polarité, aussi une blessure d'humiliation. Et la blessure d'humiliation, pour moi, c'est la blessure qui est la plus planquée. Moi, j'en ai eu connaissance seulement il y a, bah, je peux même dire cette année. Je n'allais même pas dire l'année dernière, vraiment. Euh, Bah, c'est depuis ma dernière rupture, vraiment, que je m'en suis rendu compte. Mais en fait, je l'ai vécu toute ma vie, cette blessure. Je l'ai vécue avant.
avec mon ancienne relation. Je l'ai vécu une autre fois avant aussi où ça s'était très très mal passé, où j'avais dû aller chez les flics, porter plainte, demander une mesure de justice, etc. Et la personne avait écrit des trucs, mais sur moi, mais dégueulasses et tout. Euh, Méchant, mais humiliant, voilà, que j'avais dû évidemment montrer aux flics, etc. et tout, parce que c'était mes preuves. C'est grâce à ça que j'ai eu une mesure de restriction d'éloignement pendant 2 ans. Mais voilà, ça avait été quand même très humiliant. Mais comme j'étais un peu dans le déni de ça à l'époque, ça m'avait pas vraiment... Enfin, c'était bien enfoui. Et puis j'ai eu ça aussi à mon divorce, évidemment, puisque je suis restée mariée qu'un an. Si j'ai divorcé, c'est bien qu'il y avait des raisons. J'ai pas juste divorcé comme ça au bout d'un an, parce que finalement... Je me suis dit que le mariage c'était pas fait pour moi. Bah non, pas du tout. Il s'est passé vraiment des choses, des faits. Et tout ça, ça a été humiliant pour moi, pour ma famille, ça a été humiliant pour l'autre partie aussi, ça a été humiliant pour tout le monde de toute façon. Euh, et puis on remonte comme ça, on remonte, on remonte. Je n'ai pas la blessure source, je ne sais pas. C'est dans la petite enfance et le pire c'est que ça peut être vraiment des conneries quand on regarde les livres de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Elle explique bien tout ça. Ça peut à des choses toutes bêtes dans l'enfance comme euh, peu importe, je dirais maintenant. J'en arrive à ce moment où je dépasse mon set et où je dis, en tout cas, cette blessure est là, ça y est, je l'ai vue, je l'accueille. Mais c'est presque celle que j'ai vue en dernier, parce que toute ma vie, c'est surtout la blessure d'abandon et de trahison euh, qui m'ont fait vraiment souffrir au quotidien. Je me suis rendu compte ensuite que j'avais cette blessure d'injustice à un moment donné quand j'ai voulu sortir un peu de mes dénis et que je suis sortie de mon état de victime parce que sinon toute ma vie moi je me suis dit putain j'ai pas de chance, hein, j'ai pas de chance quand même, hein, j'ai pas de chance, hein. Euh, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, les boulots ça fonctionne pas, la famille c'est compliqué, les deux parents qui ont des maladies, qui meurent quand même assez jeunes, surtout maman, beaucoup de maladies, beaucoup de complications. Moi-même, pas de famille, pas de recréation de propre famille. J'ai jamais eu de donner de petit frère ou petite sœur à Lucas, beaucoup de solitude, mais toute ma vie, à force, il a fallu que j'arrive presque à plus de 45 ans pour me dire putain, mais finalement, c'est peut-être pas une fatalité. Il y a peut-être des trucs qu'il faut que j'aille regarder quand même, là. Enfin, ça fait beaucoup de pas de chance quand même. Effectivement, quand tu vois plein de copains, plein de copines autour de toi, plein de relations qui n'ont aucun problème dans leur vie, où tout se passe bien et tout, toi, tu as l'impression d'être au milieu d'une guerre, euh, d'être en pleine guerre, en fait, avec des obus qui tombent à droite, des obus qui tombent à gauche, des obus devant, des trucs de partout, et t'avances au fur et à mesure, et ça continue d'exploser, et ça explose là. D'ailleurs, c'est même ressorti dans un soin, ça. Mais, euh, mais voilà, c'est ça, quoi. Et donc, c'est un combat. Et tu es dans un combat. Tu t'en rends pas compte, mais tu es dans un combat. Mais en fait, c'est un combat contre toi-même. Et en fait, cette blessure d'humiliation, c'est celle que j'ai donc connue en dernier. Donc, voilà, couplée donc celle d'injustice. Cette blessure d'injustice, à un moment donné, tu te dis merde, attends, c'est bon quoi, je vais sortir de cet état de victime, de cet état d'injustice, je vais reprendre mes responsabilités. Mais du moment où tu veux reprendre tes responsabilités et de sortir de ces dénis, et si et là, ben, moi c'est le corps qui m'a permis de me poser, hein, parce que sinon, moi j'étais en train de faire mon burn-out, de fuir dans mon travail, de fuir, voilà, hein, de m'épuiser à chaque fois dans mon travail d'hôtellerie, à mon compte salarié, peu importe, machin bidule. Tu fuis, tu fuis, tu fuis, hein. Euh, T'as pas envie d'y aller voir, hein, puisque tu penses que c'est souffrant, et du coup, t'en arrives même à avoir la peur de la peur. Voilà. Tu souffres, t'as peur de souffrir, et à la fin, t'as même la peur de souffrir. Comme ça, t'es au maximum de ton stress. Tout ça, c'est inconscient, hein. Moi, ça s'est porté sur le ventre pendant des années, mais c'est pareil, au bout d'un moment, j'ai arrêté de voir, parce que de toute façon, personne ne me trouvait ce que j'avais à mon ventre. Ben, on te dit c'est le stress, mais tu dis le stress de quoi? Tu vois pas comme tu es en déni de toi-même, en déni de ta vie, en déni de tout, ben tu comprends pas. Donc j'avais fait un peu une croix là-dessus. Et puis j'ai découvert donc cette fameuse blessure de surprotection qui est due à l'enfance dont personne ne parle, mais pour moi c'est une blessure. Tous les gens qui ont été surprotégés dans leur enfance, évidemment les parents ils veulent bien faire, hein, ils veulent pas mal faire quand ils font ça.
On est bien d'accord, mais souvent c'est des parents eux-mêmes qui ont eu une blessure de surprotection, et c'est des parents eux-mêmes qui ont eu une enfance avec des incapacités ou des blessures aussi, souvent des blessures d'abandon, euh, et qui veulent protéger leur enfant, qui veulent pas que leur enfant vive les mêmes choses qu'eux, qui veulent absolument les protéger de tout. Et ça, je vous ai fait une ou deux vidéos là-dessus, mais souvent, bah, en fait, ça rend pas service. Ça fait exactement l'effet tout contraire. Quand tu protèges trop un enfant, tu lui enlèves ses capacités d'être et de faire. Surtout de faire, le côté surtout yang, d'action, puisque moi, ça a été mon cas pendant des années. Encore il y a 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. En fait, on s'interdit, c'est pour ça que maintenant je dis que tout est possible, parce qu'en fait, on a tellement été dans ce déni et dans cette surprotection, c'est pareil, qu'en fait on ne se connaît pas, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se découvrir étant petite, savoir ce qu'on aimait, de savoir ce qu'on était capable de faire. Et même avec des personnalités comme moi, parce que j'ai plein de copines, et j'en ai parlé avec mon psy la semaine dernière, qui me disent, mais non, mais toi t'as fait plein de choses dans ta vie, t'as habité ci, t'as habité là. Oui, mais parce que moi j'aime créer, parce que j'aime, et que ça c'est un besoin pour moi de créer. C'est le 3. Le 3 de l'enfant intérieur, de la communication, de la création, le côté créatif, artiste, ça j'ai ça en moi, et ça c'est vraiment un besoin pour moi, comme le 7. Le 7, il a ce besoin de sens dans la vie. Et le 3, par contre, il a besoin de créer. Donc, pourquoi j'ai entrepris des actions et qu'en plus, j'ai comme le 9, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité, mais c'est aussi les voyages, le rapport au monde, à l'étranger, à l'autre. Et moi, je me suis jamais sentie aussi bien que par exemple, qu'au Maroc. J'adore l'Asie, etc. C'est tout ça. Donc, pourquoi j'ai entrepris dans ce sens-là, etc. Parce que ça nourrissait mon besoin de création et mon besoin de voyager, de l'étranger, etc. Mais en fin de compte, pas parce que j'avais des capacités en moi et que je croyais en moi et que j'agissais pour ça, en fait. Et c'est là où c'est aussi vraiment vicieux parce qu'en fait, bah, tu le vois pas. Du coup, tes incapacités, elles sont cachées. Parce que effectivement, il y a des gens qui ont des incapacités et du coup qui font rien, qui sont vraiment, qui sont même reclus chez eux, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas parler en public, qui ont vraiment ce problème de la relation aux autres. Il y a même des gens qui ont des angoisses, qui sont cloîtrés chez eux, qui ne peuvent même plus sortir, qui ont des phobies, etc. Et moi, évidemment, c'est pas du tout mon cas. Il n'empêche que mes incapacités, du coup, ont été complètement dans le déni. Et que ça m'a posé problème toute ma vie, que c'est ça toute ma vie qui m'a empêché d'avancer. Je vous ai déjà raconté l'histoire que j'ai raté 2 fois mon bac à l'écrit, d'affilée, carrément à l'écrit, même pas à l'oral. Et donc moi, je me suis même pas posé plus de questions que ça. Évidemment, j'ai pas été soutenue. Mais pas ça aussi, vous voyez, blessure d'humiliation. Bah, évidemment, mes parents, ils avaient la honte. Moi, j'avais sûrement la honte aussi, même si j'étais quand même assez stupéfaite. Mais je me suis habituée, bah, je me suis dit, bah, je l'ai pas eu, c'est sûrement que je dois être nulle en fait, hein, parce que c'était vraiment pas compliqué d'avoir le bac. Et ben en plus, je l'ai raté les 2 fois, ce qui aurait dû me faire tilt. Et maintenant, si j'étais parent, je me dirais, putain, il y a vraiment un problème. Parce que pour le rater 2 fois à l'écrit, c'est vraiment qu'il y a un problème. Mais bon, ça fait, non, ça fait tilt chez personne. À cette époque-là, en plus, on parlait pas de psychologie et tout ça comme maintenant, on parlait pas de développement personnel, etc. Et mes parents, ils avaient suffisamment leurs problèmes à eux déjà à gérer et aussi entre eux pour s'occuper de ça. Mais donc, cette blessure d'humiliation, en fin de compte, c'est vraiment la dernière que j'ai vue. Et pourtant, je me suis rendu compte que je la porte depuis toujours. Et quelqu'un qui a vraiment une grosse blessure d'humiliation, eh bien, il va tout faire pour la cacher. Alors ça peut être conscient ou inconscient. Par exemple, moi, ce que je vous ai raconté, c'est que cette blessure d'humiliation, eh bien, pour moi, elle n'a pas été consciente pendant des années. Euh, Chez des personnes, elle peut être en conscience. Et en fait, la personne a une trouille d'être démasquée dans sa vulnérabilité, dans ses failles. Alors je ne vous dis pas quand ça touche aux hommes. Et quand ça touche à des hommes qui ont quand même beaucoup de charisme, qui ont des signes quand même assez imposants, une personnalité quand même assez importante, avec quand même pas mal d'ego, pas mal de fierté, etc. Mais pour eux, c'est un drame. C'est un drame parce que ils n'ont qu'une peur, c'est d'être découverts dans leur fragilité, dans leur vulnérabilité. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est ça qui les bloque en fait.
Parce que comme ils ont beaucoup d'ego et d'orgueil, et en fait ça les met dans le déni de cette blessure. Et comme cette blessure, ils veulent la combattre, donc ils veulent l'enfouir, ils veulent pas la voir en fait. Et ils veulent surtout pas l'accueillir, surtout pas la voir. Ils veulent juste la détruire, ce truc. Euh, et pour eux, c'est insupportable de vivre avec ça, en fait. Elle en parle aussi, Phil Horizon, Phil Horizon Coaching. C'est très lié à la blessure de rejet. Et en fait, ben, ces personnes s'empêchent de s'accueillir eux-mêmes. Ils s'empêchent d'être authentiques eux-mêmes. Ils s'empêchent d'être eux-mêmes dans leur propre vérité, ouverte au monde, aux autres, parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être rejetés. Ils vivent dans l'angoisse d'être rejetés et dans l'angoisse d'être humiliés. Si par exemple ils ne savent pas faire quelque chose, si on se rend compte qu'ils ne savent pas faire quelque chose, par exemple, pour eux, alors c'est lié, hein, c'est pareil, hein, ça peut être des gens qui ont toutes les blessures comme moi j'ai eu par exemple, hein, parce que ça va être aussi lié à la trahison. Est-ce qu'ils ont eu une trahison et que suite à cette trahison ils ont été humiliés? Parce que des fois dans les ruptures par exemple, moi j'ai vécu par exemple avec ma dernière enfin dans plein de relations, à chaque fois j'ai vécu l'abandon et du coup j'ai vécu aussi la trahison et du coup j'ai vécu aussi l'humiliation. J'ai eu des bons packages à chaque fois, hein. Bon, la blessure d'injustice aussi parce qu'à chaque fois je trouvais que c'était pas juste vu qu'en général j'avais rien fait à part être gentille, enfin être la bonne personne que je me dédiais à être. Bon, après c'est dans ma nature aussi, hein, mais c'est vrai que euh, je me rends compte après coup que je peux aussi mettre la pression et que les gens peuvent avoir ce sentiment parce que je porte en moi une certaine naïveté qui est en fait une certaine, comment dire, pureté dans le sens, et ça je m'en suis rendu compte aussi encore il n'y a pas longtemps, euh, qui en fait tient compte de l'idéalisme. J'ai vraiment ça en moi, mais je me rends compte en fait que c'est une grande force. Ce qu'on a voulu me faire passer pendant des années, ou ce que j'ai considéré moi, ou que les autres ont jugé chez moi, et c'est là où les gens sont souvent très très surpris avec moi, c'est que souvent ils pensent que je suis une personnalité fragile, sensible, ce qui est vrai, fragile aussi, ce qui est vrai, euh, sensible, qui va avoir vraiment des émotions, du haut et du bas, et une certaine naïveté, une certaine pureté et tout. Et donc, ils vont penser que je vais être quelqu'un de très manipulable, ce qui a été le cas par un moment avec la dépendance affective, en amour, pas pour le reste. Et souvent, même euh, quand j'ai eu mon hôtel, etc., la personne disait qu'elle avait été très très surpris. Et en fait, sauf que moi, j'avais beaucoup d'ego aussi. J'avais beaucoup d'ego et que j'ai beaucoup de puissance en moi. Mine de rien, que je me laisse pas faire et que j'ai une vraie personnalité dans le sens où, bah justement, je supporte pas l'injustice. Donc, moi, je peux tout donner, vraiment, et je vais tout donner dans mes relations. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut pas me décevoir. Il faut pas, surtout pas me mentir. Et que je vais ensuite avoir ce goût amer de l'injustice, surtout si les gens sont pas authentiques en fait, et surtout quand ça touche au mensonge. Et les gens du coup peuvent être surpris de la violence qu'il peut y avoir en moi, de la puissance qui n'a pas toujours été bien gérée, justement, parce que j'avais pas tout accueilli encore au niveau des parts de moi. Et c'est justement en accueillant toutes mes parts d'ombre en ce moment que j'arrive à rééquilibrer, justement, et accueillir aussi encore mieux mes parts de lumière. Et maintenant, j'accepte tout à fait d'être naïve, entre guillemets, et quand je vois les gens comme ils sont manipulateurs, entre guillemets, les arrivistes, les manipulateurs, les menteurs, euh, mais tous les gens pour moi, enfin il y en a plein qui sont à côté de leur vie. Il n'y a pas que ça, hein, je vois pas que ces gens-là, hein, mais je parle d'eux là. Eh bien, je suis contente d'être comme je suis. Je suis très contente d'avoir cette pureté d'esprit, cette naïveté, d'avoir cet idéalisme, comme ont les poètes, les philosophes. Oui, et j'en suis fière. De toute façon, je suis comme ça, donc j'accepte d'être comme je suis, c'est tout. Voilà. Mais de remettre de la lumière sur mes parts d'ombre, ça m'a permis aussi d'accueillir encore mieux et de faire briller encore plus mes parts de lumière. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est tout le travail du moment, en fait, avec cet accueil.
Et cette blessure d'humiliation, ce que je voulais dire, donc c'est la dernière sur laquelle j'ai travaillé et que j'ai souvent rencontrée aussi chez des partenaires. Et ce que je veux dire, s'il y a des personnes qui écoutent, et c'est vraiment aussi chez les hommes, c'est vraiment de ne pas avoir peur en fait, parce que tout le travail sur eux, en fait, ils vont se libérer d'un poids énorme. Ils vont se libérer d'un poids énorme en s'accueillant eux-mêmes comme ils sont. Ça touche beaucoup à l'estime de soi et à l'amour de soi, et je suis vraiment en train de travailler là-dessus aussi en ce moment. Euh, S'accueillir soi-même comme on est avec beaucoup de douceur et d'amour. Euh, oui, cette blessure d'humiliation, elle touche à des choses qu'on n'a pas pu justement connecter quand on était petit. On n'a pas été accueilli de la manière dont on voudrait. On peut avoir des parents très autoritaires. On peut avoir des parents fuyants. On peut avoir des parents, des mères qui ont manqué de douceur ou d'amour. On peut avoir été humilié dans la petite enfance parce qu'on était sensible. On peut avoir été humilié dans l'enfance. Je pense à des garçons par exemple, parce que ça, il y a tout un truc avec ça aussi. Comme quoi, toutes ces conneries qu'on dit aux garçons quand ils sont petits, ben, ça peut venir là. Beaucoup d'hommes, la blessure d'humiliation vient de là. C'est de la castration en fait psychique qu'on leur a fait quand ils étaient petits, à leur dire qu'ils pouvaient pas être sensibles, qu'ils pouvaient pas pleurer, ils devaient être forts, qu'ils étaient un homme. Quand on est un homme, voilà, on ne touche pas à sa vulnérabilité, à sa sensibilité, à ses émotions, à qui on est. Et ben, je suis désolée, du bullshit tout ça. Évidemment, maintenant on le sait, c'est très connu. Seulement, ça a fait beaucoup de dégâts ces blessures parce que c'est très difficile de sortir de ça dans la mesure où on est dans le déni et il suffit qu'on ait quand même beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, etc. Eh bien, c'est compliqué de sortir de ça, mais c'est possible. J'en suis la preuve. Il faut mettre beaucoup d'amour et beaucoup d'amour de soi pour guérir cette blessure. Beaucoup s'accueillir, justement. Et se dire que oui, on peut être un homme, bien sûr. Et il y a des artistes, mais magnifiques. Des chanteurs, des poètes, des philosophes. Qui ont, mais heureusement, qui ont cette sensibilité-là. Hein. Il n'y a pas que des hommes... euh, bon, sans tomber sur des schémas, bref. Mais voilà, enfin, on a tous du yin et du yang, et on a tous, et dans l'homme et dans la femme. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a Chloé Bloom avec son partenaire, comme elle dit, son chéri partenaire, Chris Aude, qui qui parlent beaucoup du couple et du Tao, et de ce fameux yin et yang qu'on a dans l'homme, et ce fameux yin et yang et tout qu'on a aussi chez la femme. Et d'ailleurs, je leur avais mis un petit message, j'aurais été curieuse de voir leur numérologie parce que, eh ben bien sûr, si la femme a beaucoup de 1, le 1 c'est le yang, c'est l'action, le masculin, et le 2 c'est le féminin, c'est le yin, eh bien on voit tout de suite les carences. Si tu es une femme et que tu as, je sais pas, 6 ou 7 1 dans ta grille d'inclusion, et si tu es un homme pareil, ou à l'inverse, ou si tu es une femme et que tu n'as que du 1 et que tu n'as pas de 2, ben effectivement, ça veut dire qu'il faut que tu rééquilibres en fait ton émotivité, ta sensibilité, ton côté intuitif, etc. Et le contraire, et si tu es un homme et que tu n'as que du masculin et que tu n'es pas connecté à ton yin, que tu n'as presque pas de 2, ben le fameux karma en 2 dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien ça veut dire qu'on ne te dit pas de devenir une fille. Par contre, on te dit de écouter tes émotions, de te connecter à tes intuitions, parce que l'un n'empêche pas l'autre en fait. On peut avoir beaucoup de force, on peut avoir même de l'ego, parce qu'on sait que l'ego c'est pas que mauvais, hein. Il y a l'ego, la première fonction c'est de nous protéger, hein. Et l'ego ça peut être challengeant. L'ego ça peut te permettre de, de donner le meilleur de toi-même quand c'est fait en conscience. Pas quand c'est un ego en déni, mais où on a juste que de la fierté pour de la fierté, et qu'en fait on se fait balader par son ego. Moi je te parle de quand tu as switché le truc et que ton ego il devient ton allié et qui devient ton moteur en fait, ton moteur de challenge. Et alors là ça devient surpuissant. Et si tu arrives à l'équilibrer, que si tu es un homme par exemple, et que tu arrives à voir ça, à prendre du recul là-dessus, à accueillir ça, et à te connecter à tes intuitions, à ta part ouais, de féminin sacré, entre guillemets, de ta part euh, de douceur,
de douceur, de partage, d'amour, intuitive, etc., etc., à ton côté cool, slow de la vie, ben c'est génial, quoi, parce que tu as tout, tu as la puissance, et puis de l'autre côté, tu as la douceur. Et en fait, tout s'équilibre, et on a tous besoin. Et pareil, à l'inverse pour les femmes, c'est pas de tout d'avoir que de la douceur et de la slow life, etc. Il y a des moments donnés, il faut passer à l'action, il faut y aller, faut se challenger, sortir de ses zones de confort aussi, etc., etc. Donc on a tous besoin des deux. Et c'est là où c'est chouette parce que dans notre numérologie, eh ben, on a notre grille. Donc on sait où on en est. Moi, je sais que j'ai quand même pas mal de 1. Je suis chemin de vie 8, mais j'avais un karma en 8. Donc je sais que c'est des choses qu'il faut que je transforme avec justement la confiance en soi. Donc on sait exactement tout ça pour vous expliquer comment, à partir même de la numérologie, en fait, on a toute une carte détaillée de tout, de ce qu'on a en trop, de ce qui nous manque. C'est ça quand on dit les atouts, et puis les défis, et puis qu'est-ce qu'on a choisi de venir travailler. On le voit avec notre chemin de vie et notre nombre d'expressions, et puis notre mission spirituelle aussi, voilà, le pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce qu'on a choisi, euh, c'est quoi notre but en fait. Et voilà, et on comprend plein de choses. Et moi, ce que j'adore et ce qui me passionne, comme vous pourrez le voir, parce que bon, je tchatche comme d'habitude, ce qui me passionne, c'est de lier la numérologie, par exemple, avec la psychologie. Parce que c'est pas tout de faire de la numérologie pour faire de la numérologie, ouais, c'est super, et alors, bon, une fois que tu sais que tu as tant de 1, tant de 8, tant de machin, des carmencies, des trucs en là, qu'est-ce que t'en fais? Moi, ce que j'ai envie, moi, je suis toujours Madame Solution. Je veux aller au but, dans le sens de, ok, on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça nous donne des solutions, en fait. Parce qu'on peut comprendre, on comprend les blessures avec les nombres. Et ça permet vraiment de pouvoir avancer, de pouvoir accueillir, justement. Et je vais vous reparler souvent de ce pouvoir de l'accueil, parce qu'alors, moi qui suis une ex-contrôlante, je peux vous dire que je suis en train de switcher complètement en ce moment, justement, et d'accueillir tout ça. Et je dirais même que si tu n'as pas de 7, alors c'est encore plus raccourci. Je vais vraiment adapter mes coachings parce que celui qui a du 7, effectivement, il a besoin de tout remonter comme moi, de tout comprendre. Mais celui qui n'a pas de 7, effectivement, ni dans son chemin de vie, ni dans sa mission spirituelle, et qui maîtrise bien son mental, qui n'est pas une personnalité stressée, angoissée, eh bien, il ne va pas avoir ce souci-là et lui, il va pouvoir aller switcher encore plus rapidement euh, sur l'accueil. Voilà. Et ça, c'est fantastique quand même. Parce que après, c'est que de l'équilibre, c'est que du bonheur, c'est que de la joie. Je dis pas que la vie va devenir parfaite, hein. La vie, c'est la vie, hein. Elle a ses hauts et ses bas, elle a ses défis. C'est juste que, waouh, on a les clés. On a les clés pour réagir. On a les clés pour gérer le truc, quoi. Donc bah, du coup on est moins stressé parce qu'on sait qu'on va savoir affronter les choses, mais affronter dans le sens de les régler, de les gérer, pas dans le sens du combat justement, parce que moi j'en ai fini avec tout ça. J'ai compris que tous les gens qui sont dans le combat, y compris avec la maladie, et ça c'est tout un autre chapitre, je vous en parlerai, de la manière dont on gère les choses en fait, et de la manière dont on gère les épreuves et les difficultés, eh bien tout est une question en fait de l'espace d'où ça part. Et ça, c'est valable pour tout. Pourquoi tu te mets en couple? Pour quelle raison? Parce que tu as peur d'être seule? Parce que tu as besoin d'être aimé? 95% des cas, c'est ça. Hein. C'est pas les bonnes raisons en fait. Ou est-ce que vraiment parce que tu aimes la personne? Parce que la personne, c'est ton kiff et que c'est ta raison de te lever le matin, parce que tu es tellement heureux, tu es tellement en joie, parce que tu t'amuses dans ta vie avec elle. Est-ce que c'est ça la raison? Ou est-ce que c'est par principe, parce que tu dois? Est-ce que tu fais des enfants parce que tu dois? Parce que tu ne te poses même pas la question, quoi. Parce que dans la société, tu es une bonne personne si tu te mets en couple à un certain âge et que tu fais des enfants. Parce que tu veux être la bonne personne, parce que tu veux être aimé, parce que tu veux pas être rejeté, parce que tu veux pas être une personne mise à part dans la société et qu'on va juger, qu'on va montrer du doigt. Donc tu veux rester bien dans le schéma, en fait. Est-ce que tu peux revoir toutes tes croyances limitantes? Voilà.
Et en fait, tout part à chaque fois de l'intention, de pourquoi tu fais les choses. Quand tu as compris ça, tu as tout compris en fait. Il suffit juste d'être honnête avec soi-même. Alors, je ne dis pas qu'on peut tout changer du jour au lendemain, quoi qu'il y a des gens, mais quand tu comprends, quand tu as fait le switch et quand tu comprends, ben, tu y vas, tu sautes dans l'avion quoi. Tu te dis, allez, en route vers ma nouvelle vie. Mais parce que c'est tellement une révélation. C'est la révélation en fait de nous-mêmes. Quand tu comprends, quand tu as l'honnêteté et la conscience, parce qu'en fait dans tout ce que je vous parle, en fait il y a beaucoup, à chaque fois c'est de la conscience à mettre. De l'amour et de la conscience. C'est les deux clés. À mettre dans tes pourquoi. Pourquoi tu fais les choses? Est-ce que c'est pour être bien vu des autres? Est-ce que c'est pour pas être en marge de la société? Est-ce que c'est pour... voilà, pourquoi tu fais ce boulot? Est-ce que c'est juste pour gagner du fric? Parce que dans ton modèle éducatif de ce que tu as été élevé, tu es une personne bien quand tu as du fric. Tu es une personne respectable quand tu as du fric. Est-ce que c'est ça ton mode, ton schéma en fait? Si c'est ça, c'est pas une bonne raison. Voilà. Parce que déjà, tu te rencontreras dans ta vie que même avec ce schéma-là et même en ayant du fric, comme tu as des blessures que tu veux pas voir, que tu veux pas régler, tu vas te retrouver confronté à des situations où de toute façon on ne va pas te respecter. C'est comme la blessure d'humiliation. Tu veux l'enfouir, mais tu vas te retrouver confronté tout le temps, parce que ça va venir pour que tu la règles, cette putain de blessure. Et tu vas te retrouver dans des situations où tu vas la vivre, cette blessure. Ça va être très souffrant pour toi, malgré tout. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut enfouir, éviter, oublier, mettre en déni, eh bien, ça ne fait que augmenter. Ça ne fait que s'accumuler au fur et à mesure de la vie, et c'est de pire en pire. Et c'est comme ça qu'après tu tombes malade. C'est ça la maladie en fait. Hein. La maladie, bah, j'ai bien connu ça avec mes parents aussi. Et moi, je suis vachement en gratitude parce qu'il m'arrive plein de trucs et tout. Justement, la conscientisation du corps. À un moment donné, ton corps, il te dit stop. Putain, il te dit tu t'arrêtes. Tu te poses et tu regardes ce que tu as regardé. Et c'est ça, les fractures, les maladies, les trucs. Et je suis en gratitude parce que c'est pas des choses graves, même si j'ai eu beaucoup de mal à remarcher, que mon pied, c'est pas ça encore. Mais de tout le reste que j'ai eu, en fait, c'est des cadeaux de la vie. Et comme je disais l'autre jour, je disais à une copine, mais j'aurais jamais eu cette opportunité de m'arrêter comme ça si mon pied s'était pas cassé. Comment j'aurais fait à prendre un an d'arrêt maladie, à m'écouter, à me soigner, à aller chez le psy, à commencer une thérapie, à commencer à m'occuper de moi, à recommencer à faire du sport. Je me suis mise à la danse, j'ai décidé de faire de la moto, j'ai décidé de faire des trucs que j'aime, que je kiffe. Tout ça dans une vie, mais complètement à côté de la plaque, dans la solitude, dans le chagrin, dans l'accueil de toutes mes parties d'ombre, dans des difficultés financières, en étant isolée, en étant seule sur mon lieu de travail. Je dis ça, c'est pas pour faire la victime, hein. Je dis ça pour resituer les choses. C'est un constat. Pour resituer dans quelle période et moment j'étais. Et au fur et à mesure, putain, t'as envie de te sortir de tout ça, etc. Et puis un jour, tu comprends qu'en fait, faut te reconnecter à toi-même, faut accueillir avec douceur, faut se donner de l'amour, faut s'écouter, faut écouter son corps. Donc tout ça, moi, c'est pas repasser par la reconnexion du corps. Et ça, c'est des choses que je vais vous montrer en coaching parce que en fait, ça passe par là. Ça passe automatiquement par le corps, par écouter son corps. Et ça, on le voit aussi en numérologie dans les karmas. Parce qu'il y a un karma, par exemple le 14-5, c'est le karma du corps. Comme par hasard. Comme par hasard. Et moi, c'est mon nombre d'expression. Voilà. Donc, c'est quand même un truc de dingue que mon corps manifeste avec des fractures, des maladies et tout. Les 2 années où je découvre qu'en numérologie, j'ai un nombre d'expressions en 14-5 quand même. C'est quand même un truc de fou. C'est pour ça que je vous dis, moi, la numérologie, ça m'a scotché. Et du coup, même ton rapport au corps change. Du coup, tu te dis, ok, le 5, c'est la libération, la liberté. C'est l'autonomie. Je sais que j'ai des choses à libérer. Et comme par hasard, elles se libèrent à travers le corps. En fait, ce sont juste des manifestations. Tout notre rapport au corps, du coup, change. Je suis beaucoup plus gentille avec lui. J'ai changé tout mon mode de pensée, de croyance, mon mode de visualisation, mon acceptation dans la matière,
ma capacité à manifester les choses, le regard. Alors je dis pas que c'est pareil, qu'il y a de formules miracles, que ça change du tout au tout en un mois, non. C'est parce qu'il y a encore des fois des schémas automatiques qui reviennent. Hein. Donc j'avais commencé tout un travail aussi avec l'EFT pour vraiment déprogrammer, reprogrammer, etc. Ça je vous en parlerai aussi. Parce que c'est des choses que je peux proposer aussi en coaching qui aident vraiment à ancrer dans la matière les déprogrammations. Parce qu'en fait, chez moi, il y a eu un programme, il y a un travail énorme de déprogrammation. Et ensuite, il faut reprogrammer. Voilà. Euh, pour les cas les plus difficiles, comme moi, et je pense que si j'ai vécu tout ça, si j'ai expérimenté tout ça dans la vie, ben, c'est que ça va me permettre à aider d'autres personnes qui vont avoir les mêmes besoins que moi et tout ça. Et j'ai vraiment envie que ça parle aussi aux hommes parce que je trouve que les hommes, ils s'accueillent pas assez. Ils sont pas assez à l'écoute d'eux-mêmes. Et il y a tellement de belles... il y a tellement de belles personnalités, euh, de belles personnes qui sont dans le déni d'eux-mêmes chez les hommes. Je trouve ça, ça me fait beaucoup de peine en fait. Parce que ils sont à deux doigts. Ça passe juste par une sincérité envers eux-mêmes en fait et une authenticité. Surtout que quand ils ont fait le travail et qu'ils s'accueillent eux-mêmes comme ils sont, mais je trouve qu'il n'y a pas plus viril en fait. Et c'est ce que je voyais avec justement Chloé Bloom et donc son partenaire Chris Aude. C'est qu'un homme, il parlait aussi du rapport à la pornographie, il parle du couple, il parle donc des polarités yin-yang dans le couple, etc. Et son copain, il parle de pas mal de choses. Il fait des cercles d'hommes aussi. Je vous invite vraiment à vous abonner. Et si vous êtes un homme, et même si vous êtes une femme, à son compte, Chris, avec un tiret en bas, Aude, A-U-D. Parce que, et Chloé, bien sûr, elle fait des podcasts. Elle fait toujours des podcasts très pertinents et tout. J'aime beaucoup aussi. Mais moi, j'aime bien suivre les hommes aussi parce que il n'y en a pas beaucoup qui prennent la parole, qui s'assument là-dedans. Et donc, il fait des cercles d'hommes et je trouve ça génial parce qu'il y a tout un vent comme ça qui est en train de se libérer. Euh, et je trouve que c'est chouette je trouve qu'on a été dans un peu trop de féminisme par rapport à certaines choses. Et je trouve que les hommes, justement, en prenant euh, en accueillant leur authenticité. On parle tout le temps de vulnérabilité et c'est un côté sensiblerie chez l'homme. Et non, on leur demande pas Enfin oui, bien sûr, d'écouter leur sensibilité. Bah oui, on est tous des humains en fait, mais ça c'est évident. Mais je veux dire, je pense que ça parle pas aux hommes quand on parle de ça. Moi j'ai envie de leur parler, d'accueillir leur authenticité. Voilà, leur vérité, leur authenticité, d'accueillir leur intuition, leur part intuitive en fait. Et une fois que l'homme a accueilli ça, eh bien, je trouve que il est viril, mais alors c'est ça que vous devez savoir si vous êtes un homme et que vous écoutez, et si vous êtes une femme, mais faites passer aussi les messages. Mais quand ils sont dans leur authenticité, dans leur vérité assumée, mais pas qu'avec de l'ego, hein, avec tout le reste, il n'y a pas plus viril en fait. Ça leur donne une puissance, une beauté, mais inestimable. Donc vraiment, j'encourage les hommes à se découvrir, à s'aimer, euh, à trouver en eux cet empuissancement qui va sortir, pour ceux qui vont avoir le courage de sortir de leur schéma d'éducation qu'ils ont eu, de tout ce qui leur pèse sur les épaules, ce sentiment parfois qu'ils peuvent avoir de ne pas être une bonne personne parce que je ne parle même pas de la religion et de tous ces trucs qu'on a fait peser, quelles que soient les religions, sur les gens, sur les personnes en fait, pour les manipuler, pour en faire devenir ce qu'on a envie qu'ils deviennent en fait. Et voilà, j'en resterai là, mais vraiment, j'ai vraiment à cœur de pouvoir accompagner aussi bien les femmes que les hommes dans cet accueil et dans ce rééquilibrage en fait. Et en fait, une fois que chacun est rééquilibré, eh bien, ça donne des belles choses aussi pour le couple, forcément. Et c'est le fameux 1 plus 1 égale 3. Voilà. Et c'est pas que 3 en faisant une famille et en faisant des enfants. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet. J'en parlerai dans une autre vidéo de ce droit à ne pas forcément vouloir d'enfants, de ce droit à trouver son bonheur dans autre chose que dans une relation familiale. Il y a tellement de choses sur cette terre pour s'épanouir. Il y a tellement de belles choses à faire en couple.
Il y a tellement de belles choses à faire en dehors de l'aspect professionnel, dans l'expérimentation de la vie. Voilà, chacun sa voie, chacun son... Et puis tout ça, on le voit avec les chemins de vie. On voit ce qu'on est venu expérimenter, justement, quels vont être nos défis. C'est pas toujours d'avoir des enfants, c'est pas toujours une vie familiale. Parfois, ça va être des choses très centrées sur soi, des fois, ça va être très dans le partage pour aider les autres. En général, c'est plutôt, voilà, dans ce sens-là. Et c'est pas toujours par la voie classique de ce qu'ont connu nos parents, etc., etc. Et ça, je reviendrai là-dessus aussi parce que vis-à-vis du couple et vis-à-vis de l'humour, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, c'est toujours lié à nos schémas, à nos blessures et à nos schémas et à ce qu'on répare et de, souvenez-vous, de pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses, ça c'est vraiment la clé. De quelle intention ça part à la base. Parce que dans le couple, c'est pareil. Voilà. C'est pareil dans le couple, c'est pareil pour notre job, c'est pareil pour tout. J'espère qu'il y a des choses qui vous auront fait tilt, vraiment. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, céline.degey@gmail.com. Pour la numérologie, les thèmes, donc je vous ai dit les tarifs promotionnels de lancement 2023, donc c'est 159 € le thème entier et 177 € le thème entier karmique, parce qu'il y a un petit peu plus de travail, et c'est seulement si ça t'intéresse, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à la réincarnation, qui ne croient pas au karma, que ça n'intéresse pas, donc chacun est libre. Voilà, je propose les deux, même si évidemment moi je trouve que c'est passionnant la numérologie sacrée, karmique, comme nous l'a appris Gaël, je trouve que on comprend tellement de choses avec tous ces nombres sacrés et karmiques, mais bon, chacun est libre. On peut commencer par un thème classique de numérologie, par exemple, et une fois que ça nous aura parlé, une fois qu'on aura intégré, compris des choses, etc., qu'on aura accueilli, qu'on sera reconnecté en fait à notre thème, eh bien, on peut, si on veut, l'année d'après ou 2 ans après, ou peu importe, plus tard, à ce moment-là, étudier, on pourra prendre une extension pour étudier la partie de numérologie karmique. C'est tout à fait possible. Voilà. Il y a toujours un petit délai, un mois et demi à peu près, 2 mois d'attente, puisque je suis aussi dans une période voilà, de déménagement. Donc, j'ai pris du retard. Avec mon coude, j'ai pris encore plus de retard. Je vais faire ma radio demain. J'espère qu'on va m'enlever ce plâtre. Mais voilà, pour l'instant, du coup, je peux pas trop taper à l'ordi. Donc, c'est un peu contraignant. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Bisous du cœur. Prenez bien soin de vous. Et surtout, amusez-vous.